Voilà, chers amis du Café de la Presse, bonsoir. Dans le cadre, bien sûr, de nos activités, nous recevons ce soir dans nos locaux ce monsieur-là qui n'est plus à présenter, venu spécialement de DC. Pour un événement assez spécial, nous avons sollicité le rencontrer, bien sûr, en tant qu'homme de presse. Il était, j'ai envie de dire, il était de son obligation d'être avec nous ce soir. Je veux parler de monsieur Jacques Roger, de Jacques Roger Show. Monsieur Jacques Roger, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Voilà, merci. Voilà, c'est comme ça qu'on vous a appelé. En tant qu'homme de presse, vous n'avez pas dit non, vous êtes venu pour qu'on ait cet entretien. Au nom de la direction de notre maison, je voudrais vraiment vous dire, présenter toutes nos félicitations. Merci. Pour la reconnaissance de la Côte d'Ivoire, dernièrement, au dernier passage permettez la répétition, du Premier ministre. Vous avez reçu, comment on peut appeler ça, une reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour ce que vous faites. Il paraît que vous avez aussi reçu une enveloppe de 50 000 $. Alors, c'est quand vous allez apporter notre part. Merci. Ah, mais ça se dit, moi je ne dis pas que dire oh, ce qu'on dit pas, vous avez reçu 50 000 $. Alors, quand est-ce que nous allons recevoir notre part? Bon, peut-être que votre part arrive. Hein? Mais juste avant de vous répondre à cette question, je profite encore pour dire bonsoir aux téléspectateurs donc, de l'Ivoire TV. Vous faites un travail excellent. La qualité aussi du travail hier. Vous avez une équipe assez dynamique, voilà, et c'était donc de mon devoir de venir donc ici en même temps vous dire bonsoir. Merci bien. La reconnaissance, vous avez parlé au niveau donc de l'ambassade. Bon, disons que c'était une très bonne chose. Des fois, ça fait plaisir de voir que le travail que vous faites, le père reconnaît, le pays reconnaît, mais derrière, si vous voulez ce prix, c'est pratiquement toute la presse, vous et moi, tous les frères qui se battent pour les médias qui ont été aussi récompensés. Pour les 50 000 $, peut-être que nous attendons. Et si cet argent vient, peut-être que ça sera une très bonne chose pour aider la communication. Voilà, mais je n'ai pratiquement rien reçu. Hein. Ce que j'ai reçu, c'est plus que quand même de l'or. Une reconnaissance. Je pense que c'est encore plus, moi, ça a une valeur beaucoup plus réelle qu'avoir peut-être des billets de banque. Alors, monsieur Jacques Roger, on sait que notre président, le président Alassane Ouattara, dans nos locaux, il est ici à New York, il doit parler le vendredi au niveau des Nations Unies par rapport à la 69e session. Est-ce que vous avez déjà une idée un peu du thème que le président développera ce jour-là? Bon, pas exactement, mais je pense qu'il fera certainement un peu le bilan de ces pratiquement 4 années de gestion. Je crois que l'année prochaine, nous irons donc aux élections, hein, et avant de venir, il a pu avoir donc un peu le soutien de son grand frère, le président Henri Konan Bédié. Et vous savez, quand on se réunit, c'est même chaque année au niveau des Nations Unies, c'est pour parler de paix et puis de sécurité. Je suppose qu'il dira que les conditions sont pratiquement réunies, hein, pour aller donc aux élections l'année prochaine, je suppose. Alors, vous avez déjà abordé le sujet. Nous allons aller de mode, de nos pleines dents dans ce sujet. Vous avez parlé du soutien du président Henri Konan Bédié à son jeune frère Alassane Ouattara, ce soutien qui est déjà décrié. Nous avons déjà vu les femmes du PDCI qui sont sorties pour dire qu'elles ne se reconnaissent pas dans cet appel de Daopro. Et de l'autre côté, du revers de la médaille, il y a le secrétaire général du PDCI qui dit se reconnaître. Alors déjà, les partis sont positionnés. C'est un appel qui est déjà mitigé. Alors vous déjà, M. Jacques Roger, vos impressions? Bon, merci beaucoup pour cette question. Hein. Peut-être que vous allez être un peu surpris. Hein. Disons, on peut dire que c'est un peu la démocratie qui marche. Hein. C'est la démocratie qui marche, au moins un peu au PDCI EDA, des décisions, certaines personnes donnent le OK et d'autres ne sont pas du tout d'accord. Hein. Il faut reconnaître que au dernier congrès du PDCI EDA, dans les résolutions, hein, je crois que les décisions étaient assez claires. Il faudrait que le PDCI ait son candidat pour les élections de 2015. Mais comme le disait le plus souvent le président Oufouette, répété par M. Fologo, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Est-ce que le président Henri Konan Bédié avait certainement ce droit d'apporter son soutien à Alassane Dramane Ouattara? Je dirais pratiquement oui. Est-ce que M. Kakabe aussi a le droit aussi de s'y opposer? Il a parfaitement raison. Alors, ce que je dis certainement à nos amis, hein, c'est que la décision du président Henri Konan Bédié, il a été clair. J'apporte mon soutien à M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà.
Est-ce que c'est un soutien personnel ou bien c'est un soutien qui engage toute la famille du PDCI? Le soutien n'engage pas toute la famille du PDCI, puisque le PDCI-EDA se réunira en convention. Et en convention, c'est tellement qu'il proposera. Voilà. Et il appartient donc, si vous voulez, aux congressistes en même temps de se déterminer. Donc je pense qu'il nous a renvoyé tous les Ivoiriens et puis tous les militants du PDCI au Congrès. Voilà. Mais pour cette personne, des gens vous diront que bon, qui dit Henri Konan Bédié, une fois qu'il prend une décision, il fera tout pour que tout passe. Je peux dire certainement oui, c'est ça aussi la démocratie, mais il appartient à ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec cette décision de s'organiser, vous comprenez, et puis essayer certainement donc d'utiliser tous les moyens pour pouvoir certainement avoir gain de cause au Congrès. Je pense que l'honorable Kouadio Konan Bertin, à qui j'ai dit donc bonsoir s'il nous écoute, est en train de faire un travail excellent dans ce sens, voilà. Et il appartient aussi certainement, comme j'ai dit, l'autre camp fera certainement tout le bateau pour faire passer pratiquement le projet de M. Henri Konan Bédié. Il appartient donc aux jeunes aussi du PDCI-EDA qui semblent ne pas du tout apprécier cette idée de faire pratiquement tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir bloquer un peu cela. Voilà, si je peux ici ainsi m'exprimer. Alors, M. Jacques Roger, vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. Je vous prends au mot. Est-ce que la démocratie véritablement existe dans ce sens, dans ce contexte assez précis, quand on sait que par rapport à l'appel du président Bédié, les femmes ont fait leur déclaration, les jeunes sont sortis pour occuper le siège du PDCI. Les journaux disent qu'ils ont été dispersés, mais en réalité, ce que nous apprenons, c'est qu'ils ont été matraqués par les policiers et les loubards. D'où vient la démocratie dans ce contexte? Bon, je vous comprends parfaitement. Normalement, c'est quelque chose qui ne devait pas pratiquement se passer. Mais aussi, la démocratie aussi, c'est pas aussi l'anarchie. Il y a pratiquement aussi des règles qu'il faut certainement appliquer. Est-ce que ces jeunes ont eu pratiquement une autorisation? S'ils ont demandé l'autorisation avant de manifester, même s'ils ont le droit de manifester. Voilà. Est-ce que la police avait le droit aussi certainement, si vous voulez, de matraquer, comme vous l'avez dit, en moins ces manifestants? Je dis non. Voilà. Est-ce que la démocratie marche en Côte d'Ivoire? Peut-être un tout petit peu. Mais bon à mal an, peut-être que les choses finiront par s'arranger. Mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est dans une situation exceptionnelle. Après, donc, si vous voulez, des années donc, de crise, et aujourd'hui, au niveau même du désarmement qui n'a pratiquement pas eu lieu, tout le monde dit qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas parler des Nations Unies, disent que 2015, ça sera une année à risque pour pratiquement tout le continent, ou disons un peu de l'Afrique de l'Ouest. Donc dans une telle situation, il va falloir peut-être calmer un peu les choses et puis aller lentement mais sûrement. Et puis bon, on verra ce que l'année prochaine nous présentera. Alors, monsieur Jacques Roger, monsieur Abel Naki, qui est le président du CRI panafricain, il séjourne maintenant en Côte d'Ivoire. Il a eu la chance, bien sûr, avec la bénédiction des autorités ivoiriennes, d'animer une conférence. Et au cours de cette conférence, voilà, il a lancé un appel au président Alassane Ouattara pour dire « Excellence, Monsieur le Président, libérez Gbagbo et vous allez rentrer dans l'histoire ». Est-ce que vous marchez un peu là sur les principes du président du CRI panafricain? Bon, je comprends exactement sa réaction en disant qu'il faut libérer Gbagbo. Mais il faut le dire que la Cour pénale internationale n'appartient pas à M. Alassane Dramane Ouattara ou bien une juridiction donc, de la Côte d'Ivoire. M. Alassane Dramane Ouattara peut certainement demander, mais il faudrait que les Africains comprennent que dans une telle situation, tout se passe au niveau donc, de la Cour pénale internationale. Et c'est à ce niveau que peut-être les décisions seront peut-être pratiquement un peu prises. M. Alassane Dramane Ouattara, M. Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, vous comprenez. Le cas de Simone Gbagbo, nous pouvons comprendre, puisqu'elle est encore en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, certainement, peut encore avoir son mot à dire. Mais au niveau de la Cour pénale internationale, je pense que ses pouvoirs sont pratiquement un peu limités. Il peut tenter, mais ça sera pratiquement un peu difficile. Il faudrait que les gens fassent un peu preuve donc, de patience dans ce sens. Je pense qu'il y avait une très grande organisation au niveau donc, de la Cour pénale internationale par les patriotes. Et je crois que ça a porté quand même un fruit, puisque ça a permis à tout le monde donc, de savoir exactement ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale. Et je pense que d'ici peut-être les jours, les mois à venir, peut-être qu'on aura au moins peut-être une solution par rapport à ça. Notre méga star Alpha Blondy avait, avant M. Abel Naki, demandé qu'il fallait réparer le tort causé à M. Gbagbo. Et puis bien sûr, d'autres voix l'ont fait. Alors est-ce que vous pensez éventuellement à une prochaine libération de M. Gbagbo dans
dans les années à venir? Est-ce que vous pensez qu'un jour, M. Gbagbo va recouvrer la liberté? D'abord, il faut laisser un peu donc, la justice un peu faire son travail, hein, et puis on verra. Laurent Gbagbo recouvrira la liberté, je pense. Je suis quand même assez optimiste, mais il faut permettre au moins à la justice au moins peut-être de se pencher au moins sur ce cas. Ils disent qu'ils ont pratiquement des preuves contre lui. Nous attendons les preuves. Enfin, M. Kouassi, vous savez qu'il y a eu depuis pratiquement 2002 hein, des milliers donc, de victimes, vous le savez. Dans une telle situation, vous et moi, nous avons besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Et si en incarcérant Laurent Gbagbo, en jugeant Laurent Gbagbo, ça nous permettra, nous, vous et moi, de savoir réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Au niveau même de 2002, où on n'en parle pas, cette rébellion, je crois que ça serait une très bonne chose. Pour une fois, il faudrait que les Ivoiriens sachent réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, nous allons peut-être aborder un peu, parce que c'est une chance que nous avons de vous avoir ici à New York, donc c'est une opportunité. C'est une opportunité que nous allons utiliser. Nous allons parler un peu de la CEI. Ok. Voilà. Dernièrement, nous avons des structures qui ont claqué la porte. Le FPI est parti, l'Église catholique est partie, la société civile est partie, le président Youssoufou Bakariko est maintenu. Le président de la République a dit lors de son passage dans l'IFU, ben, écoutez, moi, si ça continue comme ça, je vais demander au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections. Des voix se sont élevées parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, c'est entre guillemets le fils du président de la République. Alors, M. Jacques Roger, voilà, Ahmed Bakariko, M. Jacques Roger, vos impressions sur cette situation, toute cette situation de la CEI? Oui, cette situation de la CEI a été très mal gérée, il faut le reconnaître. Hein. M. Alassane Dramane Ouattara, ils sont partis quand ils étaient dans l'opposition, avaient fait donc des propositions hein, au niveau de la CEI. Vous avez vu que même au niveau de l'ancienne CEI, hein, on a tout fait pour que ce soit l'opposition qui contrôle, qui est peut-être parce qu'on n'avait pas du tout confiance au système. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir avec la coalition RHDP. On nous propose peut-être encore quelqu'un qui a encore la sorte donc, du parti au pouvoir. Croyez-moi, il y a quand même assez de problèmes. Et ensuite de cela, il y a pratiquement moins 17 personnes qui ont été certainement nommées. Hein. Sur les 17 personnes, vous avez grosso modo pratiquement 10 à 11, 12 personnes qui sont directement liées à M. Alassane Dramane Ouattara ou bien au système. Hein. Donc il y a un déséquilibre quand même, il faut le reconnaître. Et je pense que dans une telle situation, il va falloir s'asseoir, créer une CEI qui fera certainement la part belle, pourquoi pas la société civile, ou bien des gens qu'on ne connaît pratiquement pas pour organiser des élections, puisque les mêmes choses, les mêmes causes produisent pratiquement les mêmes effets. Si nous allons dans une élection avec cette CEI, hein, qui est déjà pratiquement décrié, croyez-moi, on risque certainement donc d'avoir encore des problèmes l'année prochaine. Mais attendons donc de voir, puisque le Front populaire ivoirien, pour le moment, ils n'ont pratiquement rien dit. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas du tout, hein, ils n'ont pas du tout l'intention d'aller à une élection. Mamadou Koulibaly pense qu'il n'ira pas aussi à une élection. Le PDCI-RDA, qui a décidé donc d'apporter son soutien donc, à M. Alassane Dramane Ouattara, si nous restons pratiquement un point dans cette un peu logique, nous dirons que bon, c'est M. Ouattara seulement qui risque d'être candidat, ou bien il risque d'être candidat simplement avec peut-être un candidat qui n'a pas du tout assez de poids. Mais attendons, 12 mois c'est beaucoup, et en 12 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, des Ivoiriens aujourd'hui manifestent, sont en grève de la faim au niveau de la prison civile parce qu'ils disent que leur voix n'est pas entendue. À partir de la grève de la faim, ils veulent se faire entendre, ils veulent qu'on reconnaisse un peu les erreurs commises par eux, et s'ils doivent aller à un jugement, qu'ils soient jugés et condamnés, mais jusque-là, ils croupissent encore dans les géants de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pensez que cette grève de la faim pourra aboutir à un jugement pour soit leur libération ou bien leur condamnation? D'abord, la grève de la faim, c'est l'arme qui est aussi assez utilisée un peu dans le monde entier. Ça a eu pratiquement un peu des effets en Europe. En Europe, quand on utilisait la grève de la faim, c'est quelque chose. Mais est-ce que c'est le cas en Afrique? C'est ce que j'allais justement vous répondre. En Afrique, bizarrement, je vais vous donner un exemple. Hein. Pendant donc les élections au niveau donc, du Gabon, Bruno Ben Moumaba, qui était donc un candidat, a préféré donc utiliser un peu la grève de la faim pour faire passer au moins ses doléances. Qu'est-ce que les gens ont dit? On dit, bon, il n'a pas faim. Donc, quand il aura faim, il va manger, vous comprenez? Voilà, donc je vous dis que dans une telle situation, bon, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Mais n'empêche, vous en parlez, ce qui veut dire qu'au moins déjà, il y a déjà quelques résultats.
Je pense que ça risque certainement d'attirer l'attention de la communauté internationale et peut-être faire une pression sur le gouvernement et peut-être qu'on verra ce qui se passera. Alors, au niveau de la santé, nous allons parler un peu du cas d'Ebola en Afrique. Voici encore que l'Afrique est en train de quémander parce que nous n'avons pas les ressources nécessaires et je dirais minimales pour régler nos problèmes de santé. C'est toujours notre Afrique qui est en train de tendre la main alors que nous avons pratiquement ce qu'il nous faut pour arriver à éradiquer aujourd'hui l'Ebola. L'Afrique est un continent assez riche. Malheureusement, les Africains détournent les deniers publics. Alors, monsieur Jacques Roger, on vous sait très bouillant sur Jacques Roger Show. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités par rapport à cette maladie endémique qu'est l'Ebola? Quand vous parlez des autorités, vous parlez donc du continent africain ou bien de la Côte d'Ivoire? Moi, je parle du continent africain de manière générale parce que officiellement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore atteinte. Par ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu de cas d'Ebola, donc je dirais sur le plan africain. Sur le plan africain, il faut reconnaître que la gestion, au moins si vous voulez, de cette crise au niveau de l'Ebola a été très mauvaise. Quand vous prenez un peu un pays comme la Guinée, qui est un peu, on peut représenter comme l'épicentre un peu donc de la maladie, il y a eu une mauvaise gestion du président Alpha Condé. À un moment donné, il pensait même que l'Ebola n'existait pas. Et du coup, ça a affecté pratiquement toute la forêt qu'on appelle justement dans cette zone, et ensuite ça a commencé donc à s'étendre jusqu'au niveau donc du pays profond. Alors maintenant, le chef de l'État a reconnu que réellement c'est une maladie assez sérieuse, c'est une épidémie qui est assez sérieuse. On a décrété donc, si vous voulez, une urgence donc sanitaire, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il faut reconnaître qu'il y a une mauvaise gestion de la chose. Prenez un peu le Libéria, prenez aussi la Sierra Leone, on parle aussi de quelques cas au Nigeria, voilà. Les pays africains doivent certainement s'asseoir, être assez prévoyants, avoir un système donc de santé, même s'ils n'ont pas certainement les moyens qu'il faut, mais s'il y a déjà une communication qui peut permettre certainement donc à ces médecins d'échanger, je pense que ça peut certainement aider. Mais pour l'heure, il faut reconnaître que cette maladie, disons, la fièvre hémorragique à virus Ebola risque d'affecter non seulement le système de santé qui est déjà même pratiquement un peu mal au point, mais affecter un peu l'économie. Au niveau donc de la Banque mondiale ou bien des institutions disent que le taux de croissance dans ces pays risque de chuter de 2 à 3% dans les pays. Donc vous voyez que c'est quelque chose assez sérieux. Ensuite, les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont fermé leurs frontières pour protéger donc la population. C'est une très bonne chose, mais aussi de l'autre côté, quand vous voyez, c'est un peu une mauvaise chose. Le président Alpha Condé pense que les pays ne sont pas du tout solidaires. Est-ce qu'il faut une solidarité, si vous voulez, dans une telle situation? Quel genre de solidarité il faut? Bref, croyez-moi, le débat est ouvert. Peut-être que vous avez au moins des solutions à cela. On va chercher, monsieur Jacques Roger, on va revenir en Côte d'Ivoire, 2015. C'est l'année des élections. On en a parlé, on va typiquement parler des élections. 2015, c'est l'année des élections. Est-ce que vous y croyez? Non, la chose risque un peu d'être assez difficile, dans la mesure où vous voyez le fichier électoral, avec quel fichier électoral nous aurons les élections. Vous ne connaissez pas. On parle de la CUI. Actuellement, il y a des sérieux problèmes au niveau donc, de la CUI. Les pro-Gbagbo, au niveau donc, du parti donc, de M. Laurent Gbagbo, on dit nos Gbagbo, il n'y a pas nos pères, vous comprenez. Donc face à tout ça, je me demande qu'est-ce que 2015 nous réserve. Si on ne prend pas on ne fait pas tellement attention, on risque donc d'avoir la même situation que nous avons connue pratiquement en 2010. Et c'est vraiment dommage. Les élections, normalement, devaient pouvoir réunir un peu donc, les Africains en démocratie, mais malheureusement, ce n'est pas cela. Pendant les élections, c'est là nous voyons en Afrique qu'il y a des morts, il y a des assassinats et autres, et ce qui est assez dommage. Alors, nous se posons la question de savoir, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Pour moi, on parlait du premier régime du président Houphouët-Boigny, le parti unique, qui avait été décrié et tout ça. Mais ce parti unique nous a permis certainement donc d'avancer
Il y a eu des avancées. Je ne dis pas que je suis précisément en mal de présent, que je veux certainement faire l'apologie du parti unique, mais je suis surpris que la démocratie, comme vous avez dit, qui devait être la panacée, qui devait permettre certainement aux Africains d'amorcer un peu le développement. Malheureusement, la démocratie est actuellement en train de nous diviser, en train donc de phagocyter un peu notre société. Et c'est vraiment dommage. Mais en son temps, le président, le père, celui que nous appelons affectueusement le père de la nation, nous avons tous prévenus. Il nous avait dit que les Africains n'étaient pas prêts à la démocratie. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, ça y est là, c'est palpable. Est-ce que nous sommes véritablement prêts à cette démocratie? Quand est-ce que nous, Africains, on serait prêts à véritablement définir le mot démocratie? Combien de présidents aujourd'hui en Afrique peuvent véritablement vous définir le mot démocratie? Disons que les Africains sont quand même un peu prêts, mais c'est un peu le système qui est mis en place, ce système qui ralentit un peu pratiquement les choses. Et aussi, donc, en fait, nous ne sommes pas prêts, M. Sarkozy. Ah, bon, nous sommes peut-être prêts. Vous allez me dire, bon, tout dépend de ce que vous avez dit que les pays ont des dirigeants qui méritent. D'accord, peut-être je peux vous concéder cela, mais je peux dire qu'au moins les Africains eux-mêmes, mentalement, sont pratiquement un peu prêts pour cette démocratie. Et ce qu'il faut, certainement, c'est des dirigeants charismatiques, des dirigeants qui ont pratiquement au moins des plans. Prenez un peu le cas d'un pays comme un peu le Ghana. Le Ghana qui, vous étiez, au moment où nous étions jeunes, nous avons l'expression, vous êtes tombé comme le Ghana. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Ghana? On assiste certainement donc à l'alternance. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé parce qu'on a eu un président charismatique, disons un chef d'État charismatique, qui a fait un coup d'État, bien sûr, c'était une mauvaise chose, mais il a réussi certainement à inculquer un peu ce sentiment, si vous voulez, ce sentiment de patriotisme aux Ghanéens. Et du coup, aujourd'hui, le Ghanéen pense d'abord, le Ghana d'abord, avant les politiciens. Ce n'est pas le cas actuellement en Côte d'Ivoire, où les gens pensent d'abord, mon leader d'abord, mon parti d'abord, et ensuite la Côte d'Ivoire vient après. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a pensé que on a ethnicisé un peu le problème de la Côte d'Ivoire? Parce que quand on parle de PDCI, on pense qu'il faut que ce soit forcément baoulé. Quand on parle du RD, on pense qu'il faut que ce soit forcément là. Quand on parle du FPI, on pense qu'il faut que ce soit forcément BT. Est-ce que ce n'est pas un peu cette gangrène-là qui aujourd'hui qui ronge un peu la Côte d'Ivoire? Et oui, comment aller au-delà de cette situation? Oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas certainement... le programme de société ne compte pratiquement pas. Ce qui compte, c'est un peu la région, notre tour, vous comprenez, notre tour. Alors, c'est, si vous voulez, un peu dans cette situation de notre tour, où la Côte d'Ivoire se trouve au moins pratiquement à la croisée un peu dans des chemins. Je suis d'accord avec vous que le tribalisme, le régionalisme est actuellement en train donc d'affecter un peu la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il faut inculquer, justement, c'est pourquoi nous avons au moins les débats, inculquer donc aux Africains l'idée donc d'être des citoyens. Un citoyen, quelqu'un, si vous voulez, qui aime son pays. C'est pourquoi je ne vais peut-être pas vous le cacher, mais je suis moi un républicain. C'est-à-dire, pour moi, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Et inculquer, donc, si vous voulez, aux Africains, l'idée donc d'appartenance, aimer d'abord un peu le pays. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons certainement ne pas être d'accord sur un certain point, mais nous devons être d'accord sur le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Vous êtes aux États-Unis. Les Américains ont beau avoir des débats politiques, ils vont beau certainement discuter. Des fois, on a l'impression qu'il y aura peut-être des petites guéguerres entre eux, mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur des États-Unis, ça passe au-dessus des politiciens ou des partis politiques. On transcende un peu tout ça. Donc, moi, je pense qu'il va falloir inculquer certainement aux Africains, aimer d'abord le pays, comprenez, et ensuite le reste viendra. Monsieur Jacques Roger, la Côte d'Ivoire émergente en 2020. Aujourd'hui, on parle encore, c'est une réalité en fait. Il y a des coupures d'électricité à Abidjan. Il y a des coupures d'électricité à Bangolo. Bangolo qui pratiquement tous les jours connaît des coupures d'électricité. Il y a des coupures d'eau encore à Abidjan. Alors, la Côte d'Ivoire émergente en 2020. C'est un slogan. En 2020, c'est un peu trop juste. Un peu trop juste, il faut certainement voir plutôt les environs donc, de 2030, de 2040, s'il n'y a pas encore des coups d'État, il n'y a pas encore un peu cette mauvaise gestion que nous avons connue pratiquement dans le passé. C'est pourquoi il va falloir que tous les Ivoiriens comprennent
que la guerre pendant au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça a plongé la Côte d'Ivoire. Nous sommes descendus des charibes en Silla. La Côte d'Ivoire qui était l'un des pays les plus développés de la sous-région. Aujourd'hui, quand vous voyez ce pays, est méconnaissable. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Pendant au moins 15 ans, 20 ans, nous avons discuté des personnes, au lieu de discuter des programmes. Regardez un peu le président Houphouët-Boigny, comme il avait une vision, ce monsieur. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny en 1993, qu'est-ce que ces leaders, ou bien les présidents qui sont arrivés, ont fait de plus? Dites-moi. Rien. On a détruit pratiquement un peu l'héritage du président Houphouët. Et on est venu certainement rentrer dans une situation au niveau donc, de la Côte d'Ivoire où on ne maîtrisait plus. Ce qui était plus intéressant, c'est moi à mon tour. Quand on arrive, vous arrivez, et c'est tout un peu, c'est vos parents qui sont autour. Alors, on a critiqué un peu la gestion du président Rikonan Bédié, de M. Ouattara. Je suis surpris que M. Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Aujourd'hui, on parle encore du rattrapage. Alors, c'est quand même un peu extraordinaire. Hein? Et cela nous met un peu mal à l'aise. Il va falloir que le président Alassane Dramane Ouattara comprenne qu'en réalité, les Ivoiriens ne sont pas du tout d'accord, ne sont pas du tout contents avec ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, quand il m'appelle chaque fois, il me dit il y a une nouvelle nomination. Mais je t'assure, hein, Jacques, tu vas voir que peut-être les deux premiers, ça sera donc nos frères du Nord et ensuite les autres. Et vous attendez, quand la nomination arrive, c'est pratiquement un peu cela. C'est du copier-coller. Alors, c'est quand même un peu extraordinaire. Hein? Il faudrait qu'on donne la possibilité à tout Ivoirien, d'avoir pratiquement les mêmes chances. Voilà, vous et moi, nous allons certainement postuler. Vous amenez votre CV, j'amène mon CV, et on regarde si vous avez le meilleur profil, même si je ne suis pas de même famille, même région que vous, hein, mais puisque vous avez le meilleur profil, il faudrait qu'on vous donne ce boulot. C'est aussi clair que ça. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais ce système du tribalisme poussé jusqu'au rattrapage ethnique, c'est quand même sérieux. Je vais donner l'exemple. Si demain un autre frère arrive qui est peut-être un peu du sud, qu'est-ce qu'il fera? Il va nettoyer pratiquement tous ceux qui sont... C'est la continuité administrative du rattrapage. Effectivement. Et ce n'est pas du tout. Et quand c'est comme ça, ça devient sérieux. Et c'est pourquoi nous avons au moins des déséquilibres et des coups d'État. Parce que le frère qui est là se dit, ah, je ne suis pas compétent. Si demain, mon leader s'en va, c'est que je vais perdre mon boulot. Ouais. Donc il fera tout pour maintenir au moins, si vous voulez, sa place. Et en faisant tout pour lui, il faudrait que ce leader-là soit là, pour qu'il puisse encore certainement jouir, hein, permettez-moi l'expression. Hein. L'expression est permise. Hein. D'accord, voilà. D'accord, voilà. Alors monsieur Jacques Roger, on pourrait se poser la question de savoir quand est-ce que monsieur Jacques Roger va fouler le sol ivoirien? Ah, c'est une très belle question. Hein. La même question m'a été posée par ma grande sœur, à qui je profite pour lui dire bonsoir, ma grande sœur Thérèse, qui m'a appelé même avant-hier. Vous me dites pratiquement la même chose, hein, c'est aussi clair. On attend justement après les élections, après 2015. 2015, et puis certainement on rentrera tranquillement. Sûr? Oui, sûr. Bon, ok. Voilà, chers amis du Café de la Presse, comme je vous le disais, j'avais avec moi ce soir M. Jacques Roger, venu spécialement de Washington DC, de Jacques Roger Show. Voilà, le débat, comme vous l'avez constaté, il était très houleux, sans faux fuyant, sans échappatoire. M. Jacques Roger nous a dit ce qu'il pensait de la politique ivoirienne. M. Jacques Roger, bon séjour ici à New York. Et puis, pourquoi pas, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous pour vous arracher quelques mots. Mais les 50 000 $, on va les partager. Ah ouais, bien sûr. Alors, si le président Alassane nous écoute, comme je vous l'ai dit, il est temps donc de partager les 50 000 $ avec les agents donc de la presse, les médias. Hein, je crois que ça va vraiment nous aider. Alors, je profite pour le dire, avec le travail extraordinaire que vous faites, que nous faisons. Merci. Si les autorités pouvaient au moins comprendre ce travail. Vous comprenez, hein? On arrive, que les autorités arrivent, on donne 50 000 ici, 20 000 là, 30 000. Jamais à la presse. Jamais à la presse. Jamais. Même pas une seule fois. Alors qu'avec tout ce travail que vous faites, hein, ce travail que nous faisons, il est temps que les gens comprennent réellement qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent au moins aider la Côte d'Ivoire. On arrive au moins de donner peut-être 50 000 $ à des personnes qui vont claquer cela. Il y a déjà des structures qui sont déjà sur place. Pourquoi ne pas un jour donner au moins peut-être 10 000 $ à Ivoire TV, hein, 5 000 $ à Jacques Roger Show, 2 000 $ à chose, je crois que ça pourra certainement nous aider. Donc nous attirons donc l'attention des autorités sur nos suivre, hein, d'aider un peu donc la presse au niveau donc des États-Unis. La presse a sauvé un peu
j'allais dire, la guerre civile dans beaucoup de pays. Avant de conclure, hein, ce qui m'a vraiment fait plaisir, hein, c'est qu'au niveau donc de la Guinée, quand nos amis guinéens nous ont reçus, voilà ce que les leaders nous ont dit. Mais dit, écoutez, Jacques Roger, hein, grâce à votre émission, nous avons évité le pire en Guinée. Grâce à vos émissions, nous avons pu certainement éviter donc la guerre civile. Donc je profite en même temps pour attirer l'attention des autorités, hein, pour qu'ils fassent certainement un geste. Aider surtout Ivoire TV qui fait un travail excellent et formidable. Voilà. Merci bien, M. Jacques Roger. Puisse votre voix être entendue par nos autorités, je crois qu'on va mettre un gros point d'interrogation. Qui va répondre à cet appel de M. Jacques Roger? Oh, M. Alassane Dramane Ouattara répondra certainement. Voilà. Bonsoir, dormez bien. C'était Jean-Pierre Kouassi, ce soir en compagnie de M. Jacques Roger, de Jacques Roger Show, que vous pouvez toujours écouter. Voilà, sur Internet, vous pouvez taper seulement Jacques Roger, et puis voilà, il est là. Toutes les émissions sont là, celles que vous voulez écouter, vous pouvez toujours l'écouter. Bonsoir, M. Jacques. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.